Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements, pour t'inviter à toi aussi te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Safia, une entrepreneure accomplie à la tête de 2 business. Elle a décidé de façonner sa vie professionnelle pour qu'elle soit au service de sa vie de maman de 5 enfants. D'abord coach en nutrition, elle a décidé de se réinventer en restant indépendante et en devenant experte en marketing, et plus précisément en copywriting, l'art de convaincre avec les mots de manière persuasive et authentique. Excellence, bienveillance et détermination sont des valeurs qui ont guidé son parcours et qu'elle nous partage dans l'épisode du jour, où elle nous livre aussi de nombreuses astuces mindset et business pour toutes celles qui rêvent de lancer leur projet et qui sont persuadées qu'être maman est un frein. Je laisse donc place à notre échange. Donc bonjour Safia, je suis hyper contente de te recevoir ici aujourd'hui. Merci à toi Nathalie de m'avoir invitée, c'est un plaisir aussi. Justement, pour commencer les festivités, j'aime bien commencer en disant que tout commence par un rêve. Est-ce que tu peux nous dire le tien, Safia? Quel est ton rêve? Waouh. Mon rêve, ça serait plutôt d'impacter à ma modeste mesure, à mon échelle, la vie d'autres femmes comme moi, qui ont vécu des humiliations, qui ont été méprisées, En fait, des femmes chez qui on n'a pas vu le potentiel. Voilà, ça serait vraiment pour moi... si je devais définir ma mission ou ma vision en une phrase, ça serait ça. Ça serait aider ces femmes à s'épanouir professionnellement, à trouver leur place et à oser révéler en fait tout leur potentiel. Waouh, quelle belle mission, quel beau rêve. Est-ce que justement, tu peux te présenter et nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui, avec tes mots comme tu le souhaites? D'accord. Donc moi, je m'appelle Safia. J'ai bientôt 39 ans et j'ai 5 enfants. Je suis expatriée en Tunisie et je suis actuellement copywriter. Donc en fait, je rédige des textes de vente pour les entrepreneurs du web qui vendent essentiellement des formations, des prestations, des accompagnements, des coachings, etc. Et tu es aussi une femme multicasquette. Tu te présentes avec Oui. une activité principale aujourd'hui, mais je sais que tu es multifacette. Est-ce que tu veux nous parler des autres facettes qui te composent, enfin d'une autre en particulier sur laquelle en fait moi je t'ai connue? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors moi, j'ai commencé pas en tant que copywriter, mais en tant que coach nutrition. En fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, à la base, c'est un petit peu par hasard, en fait, parce que bon, je suis expatriée depuis presque 7 ans maintenant en Tunisie. Et donc, j'étais maman au foyer avec mes 5 enfants. Voilà, pour moi, en fait, si tu veux, dans ma jeunesse, j'ai jamais eu d'ambition. C'est ça qui est marrant parce que c'est complètement en contradiction avec qui je suis maintenant. C'est que quand j'étais plus jeune, j'avais aucune ambition. Je voulais travailler, j'avais envie d'avoir une petite activité, tu vois, pour m'épanouir et tout ça. Mais pour moi, mon ambition première, c'était d'avoir une famille unie, d'être présente pour mes enfants, de pouvoir les éduquer, d'être présente, en fait, tout simplement pour eux. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai souffert de l'absence de mes parents. Donc, parents divorcés, maman célibataire qui ne pouvait pas être tout le temps présente parce qu'elle devait travailler. Donc, pour moi, c'était vraiment important que mes enfants ne souffrent pas à leur tour de ça. Et donc, mon ambition première, c'était d'être présente pour eux. Donc, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, en fait, rien ne me prédestinait à me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un petit peu, comment dire, l'idée est venue un petit peu de fil en aiguille. Je sentais que je commençais à tourner en rond, je commençais à m'ennuyer, j'avais envie de plus, en fait, tout simplement. Tu vois, je m'épanouissais plus tellement que ça dans mon rôle juste, entre guillemets, de maman au foyer. Je sentais que j'avais besoin de me challenger, de faire des choses que je n'avais jamais faites auparavant.
Et je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire en fait? Je suis en Tunisie, je parle pas la langue arabe. Qu'est-ce que je peux faire en étant dans ma condition? Donc immédiatement, j'ai pensé à Internet parce que Internet nous permet aujourd'hui de travailler en ligne de n'importe où dans le monde et de travailler surtout sur le marché francophone, puisque je pouvais viser que ce marché-là, hein, vu que je parlais pas arabe. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, il y a une idée qui a maturé en me disant, qu'est-ce que je pourrais proposer? Quelles compétences j'ai que je pourrais mettre en valeur? Et j'ai pensé immédiatement à la nutrition, parce que maman de 5 enfants, j'ai perdu, donc j'ai eu 4 grossesses, une gémellaire, d'où les 5 enfants. Et à chaque grossesse, en fait, j'ai toujours cherché à perdre rapidement du poids, parce que je suis quelqu'un qui est très mal dans sa peau dès qu'elle prend un petit peu de poids. Et donc, j'ai testé pas mal de régimes, pas mal de méthodes, etc. Donc, j'avais acquis, si tu veux, une certaine expertise, entre guillemets, dans le milieu de la nutrition. Ça faisait plusieurs années que je m'intéressais à ce domaine-là, que je lisais énormément, etc. Et j'avais régulièrement des amis, en fait, qui venaient me voir pour me demander des conseils. Comment tu as fait pour perdre du poids? Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Moi aussi, voilà, je suis mal dans ma peau, j'ai besoin de perdre mes kilos de grossesse. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et donc, voilà, automatiquement, je me suis dit, j'ai une expertise dans ce domaine-là. Je sais que j'ai déjà aidé des femmes à perdre du poids. Donc, si je faisais un blog, en fait, sur la nutrition, sur la perte de poids pour aider les femmes comme moi à atteindre leur objectif. Du coup, j'ai perdu le fil. Je ne sais même plus c'était quoi ta question. Non, la question, c'était effectivement que tu étais multifacette et du coup, Ouais. tu continues, tu as arrêté cette activité ou tu l'amènes en parallèle de ton activité de Alors là, copywriting? je l'ai mis un petit peu de côté depuis environ un an parce que je sentais justement que j'avais fait un petit peu le tour de cette thématique-là, en fait, et que le côté marketing que j'ai découvert suite justement à comment dire, à ce projet d'être coach nutrition, d'avoir un blog, de proposer des programmes de nutrition. Donc forcément, j'ai dû me former au marketing parce que j'avais besoin de me faire connaître sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Donc, je me suis découvert une vraie passion pour le marketing et petit à petit, je me suis rendu compte que cette passion avait pris le dessus sur la nutrition. Je me suis aperçue que je prenais plus autant de plaisir qu'à mes débuts à accompagner des femmes, à partager des conseils sur la nutrition. Et donc, petit à petit, comme ça, tout doucement, j'ai décidé de m'investir plus dans le côté marketing de mon activité. Du coup, tu es une maman qui s'est réinventée une fois et qui se réinvente une deuxième fois. Est-ce que tu as eu des déclics comme ça? Tu parlais de un moment où tu te sentais pas forcément épanouie, où tu as voulu Ouais, faire plus grand. Est-ce que tu ouais. peux nous partager ton état d'esprit à ce moment-là et qui pourrait justement inspirer d'autres femmes qui sont dans cette situation et qui se disent je suis maman, je ne peux pas forcément me Mm. réinventer. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors, quand je me suis lancée, déjà, mon petit dernier avait 3 ans. Donc, je commençais en fait à mon rythme, hein. Tu sais, j'allais sur YouTube, je regardais des vidéos donc sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, sur le blogging. Voilà, je commençais à mettre un pied dedans comme ça petit à petit. J'essayais déjà de rédiger des articles de blog toute seule pour voir si j'en étais capable, si j'arrivais à faire quelque chose. Mais en fait, il n'y avait pas de doute sur le fait que si je devais le faire ou pas. En fait, il fallait que je le fasse. Il fallait que je vois si j'en étais capable. Il fallait que je teste, quitte à ce que je me prenne un mur, tu vois, c'était pas grave, mais il fallait au moins que j'essaye et que je vois si c'était possible. En fait, je suis quelqu'un de nature d'assez déterminé. Quand je veux quelque chose, franchement, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter. Dans ma tête, c'était je sais que je peux y arriver, j'y crois, je sais que c'est possible. En fait, à partir du moment où j'ai vu que d'autres y étaient arrivés, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait? Tu vois, ces personnes-là, sans vouloir me jeter des fleurs, mais je me disais, en fait, ces personnes-là, elles sont pas forcément plus intelligentes que moi. Donc, pourquoi moi, j'y arriverai pas si vraiment je me jette dedans, si je fais ce qu'il faut, ça devrait fonctionner. Et puis, si ça fonctionne pas, tant pis, mais au moins, j'aurais essayé. Donc, j'avais peu de doutes finalement. J'étais vraiment dans l'action, dans le faire. Qu'est-ce que je fais? Ok, j'ai tel problème ou c'était plutôt j'ai tel objectif. Comment est-ce que je peux faire pour atteindre cet objectif? Quelles sont les actions que je dois mettre en place? Et surtout se former en fait, parce que ce qui fait peur, c'est quand on ne sait pas quoi faire.
Tu sais, quand tu n'as pas le mode d'emploi. À partir du moment où tu as le mode d'emploi, où tu as d'autres personnes qui sont passées par là et qui peuvent te partager leur expérience, leur parcours sur ce qu'elles ont, elles, mis en place pour atteindre leur objectif, ben en fait, il te suffit simplement de répliquer, tu vois, un petit peu ce qu'elles ont fait en mettant, bien sûr, ta petite touche personnelle. Mais je pense que quand tu as le mode d'emploi, après, c'est beaucoup plus facile. Tu sais exactement ce qu'il faut faire. Après, il faut juste apprendre à le faire. Et ça, c'est vrai que ça peut être un challenge parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas justement à passer à l'action parce qu'elles sont un petit peu paralysées par le fait de je ne sais pas faire. Moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, bah, au contraire, je le prends comme un défi. Je me dis, OK, je ne sais pas faire ça, mais je vais apprendre à le faire. Comment est-ce que je peux apprendre à le faire? Bah, il y a des vidéos, il y a des formations, il y a des livres, etc. Tu vois? Je pars du principe que tout s'apprend en fait. Rien n'est inné. Donc, si tu as vraiment envie de faire quelque chose, donne-toi les moyens de le faire. Fonce, tu verras bien. Si ça fonctionne, c'est génial. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Tu essayes autre chose jusqu'à atteindre ton objectif. Mais si tu as vraiment un rêve, normalement, rien ne doit venir entraver ce rêve que tu as, quoi. Il faut foncer. Un vrai coup de boost en tout cas. Souvent, on dit qu'on cherche des excuses. Tu parles de la peur. Ouais. On a peur parce qu'on ne connaît pas forcément le mode d'emploi. Il y a une autre peur aussi quand on se lance en tant qu'entrepreneur, c'est de sauter dans le vide sans parachute. La peur de l'échec, tu l'as mentionné aussi. Comment tu as appréhendé, toi, le fait de ne pas savoir si ça allait marcher ou pas? Comment tu as fait face à la peur de l'échec? Première question. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que tu as, en même temps le développement de ton projet, tu as réussi à convaincre aussi petit à petit ton mari et réussir à garder cette motivation? Bah en fait, mon mari, à chaque fois que j'avais des succès, je lui partageais mes succès. Quand je sentais qu'il n'était pas forcément motivant ou boostant, bah, je faisais les trucs dans mon coin et puis voilà, je lui en parlais pas trop. Et en fait, c'est petit à petit, par la force des choses, quand il a vu les résultats ou bah, qu'il a commencé un petit peu à... En fait, c'était pas qu'il ne croyait pas en moi. Je pense que c'est quelque chose qui venait de lui. Tu sais, quand toi-même, tu as des croyances limitantes, ben, tu as tendance à projeter ces croyances sur les autres. Et je pense que c'était plutôt ça le problème. Et du coup, maintenant qu'il a vu que c'est possible, et ben lui aussi, tu vois, il a changé de mindset et il est dans le bah ouais, en fait, je me rends compte que c'est vrai, c'est possible. Elle a dit qu'elle allait y arriver. Elle y est arrivée. Et maintenant, c'est comment moi aussi je pourrais faire, je pourrais, enfin voilà, réaliser mes rêves, tu vois. Donc c'est juste génial. Mais oui, à l'époque, bah, du coup, je faisais mon petit truc dans mon coin. Voilà, enfin, je lui racontais pas trop ce que je faisais, parce que de toute façon, je pense qu'il n'aurait pas compris grand-chose. Parce que tu sais, quand on est, enfin voilà, tout ce qui est digital, notre entourage, même si on essaie de leur raconter un petit peu ce qu'on fait ou les défis auxquels on est confronté, bah, ils essaient de comprendre, mais enfin voilà, c'est un monde complètement parallèle pour eux, tu vois. Donc voilà, je faisais les trucs dans mon coin, mais par contre, j'ai rapidement compris que c'était important d'être bien entouré. Donc j'ai très rapidement fait le ménage, entre guillemets, dans mes connaissances, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient, tu sais, justement très négatives, etc. J'ai coupé les ponts net et j'ai cherché à m'entourer d'autres entrepreneuses, justement comme moi, à qui je pouvais demander conseil ou avec qui on pouvait s'entraider, se challenger, se conseiller et s'amener en fait les unes les autres vers le haut, quoi. Le fait de s'entourer, c'est hyper important, comme tu l'expliques, et le fait de se connaître aussi, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup dans les réinventions professionnelles, parce qu'on Mm. dit que quand on est sur un lancement d'une nouvelle activité, on part à la découverte de qui on est, à la découverte de soi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué à toi? Est-ce que tu as été dans cette Ouais. quête de toi et tu veux bien nous partager quelque chose à ce sujet? Dans l'entrepreneuriat, quand on se lance comme ça dans l'inconnu, qu'on se réinvente, on se découvre en fait soi-même, on découvre des facettes de notre personnalité qu'on ne soupçonnait pas. Même si, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de nature qui est très, qui est déterminé et je manque parfois de confiance en moi sur certaines choses, mais je pense que je suis quand même quelqu'un
qui a quand même une certaine confiance en elle, une bonne estime d'elle-même. Et je pense que c'est ce qui m'a aidée justement à braver les obstacles et même si il y avait certaines personnes dans mon entourage qui ne croyaient pas en mon projet, moi j'y croyais dur comme fer, mais ça m'a quand même permis de me découvrir sur certaines facettes et de réaliser surtout les compétences que je pouvais avoir. Parce que nous-mêmes, en fait, quand on se regarde, entre guillemets, dans un miroir, on ne se rend pas forcément compte de toutes nos capacités, alors que on, quand on est confronté comme ça à des challenges comme l'entrepreneuriat et qu'on se voit comme ça grandir et évoluer au fur et à mesure du temps, ou aussi qu'on est confronté au regard des autres surtout, qui nous disent ben, ce que tu fais, c'est super, ou j'ai adoré telle chose que tu as fait, tel programme ou tel podcast, bah, c'est là où, où justement on se rend compte qu'effectivement, on a un potentiel qui est caché en nous, même si nous, on ne le voit pas, et qu'il est important de ne pas le laisser, caché à la maison, quoi, et qu'il faut en faire profiter un maximum aux autres, parce que en fait, il ne faut pas négliger ce qui est facile pour nous, ne l'est pas forcément pour les autres. Et il ne faut pas négliger les connaissances qu'on a, parce que je pense qu'on est tous venus en ce monde avec une mission de vie. On a tous quelque chose à apporter, en fait, dans ce monde. Et il faut juste trouver quelle est cette mission. Je dis juste avec de grandes guillemets, hein, parce que c'est pas toujours facile. Mais je pense que je suis vraiment convaincue qu'on a tous quelque chose à apporter au monde. Et c'est important de ne pas se laisser envahir par le doute et y aller, quoi. En fait, c'est en faisant que tu te découvres et que tu trouves ta voie. Tu vois, par exemple, moi, il y a 3 ans, tu m'aurais parlé de copywriting. Je t'aurais regardé avec des grands yeux, je ne savais même pas ce que c'était. Tu me parlais de marketing, pour moi, enfin voilà, marketing, c'était les vendeurs de rêves. Jamais, jamais, jamais je me serais imaginé travailler dans ce domaine-là. J'ai plutôt toujours été dans tout ce qui aide à la personne, en fait, psychologie. Enfin, quand j'étais plus jeune, je voulais être psychologue, assistante sociale, enfin voilà, que des métiers vraiment dans l'aide à l'autre. Donc, tu m'aurais parlé de marketing à l'époque. C'était enfin voilà, c'était hors de question. Donc, je pense que c'est vraiment en faisant les choses qu'on découvre des facettes de nous-mêmes et qu'on peut trouver justement cette mission. Si on est dans l'inaction, si on est dans l'inertie, si on reste dans cette inertie, ben, on ne pourra jamais trouver en fait ce qui est fait pour nous. Le fait d'avoir une mission et d'aspirer à plus que de cacher ses trésors à l'intérieur, ça résonne vraiment en moi et c'est vraiment ce que je souhaite faire passer à travers ce podcast parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas à la hauteur, qui manquent d'estime d'elles-mêmes par rapport à ce qu'elles ont vécu, leur éducation ou tout autre chemin qu'elles ont traversé. Toi, justement, tu nous montres que tu as pu créer quelque chose qui te ressemblait, qui correspondait à ta situation à un point A, mais tu as fait aussi évoluer à un point B. À un moment, tu t'es dit, mon aventure de coach en nutrition, ça me fait moins vibrer. J'ai envie de partir justement dans le marketing comme tu l'expliques. Moi, tu t'es dit, bah, ça me fait plus vibrer et je me laisse l'autorisation d'aller explorer autre chose. Ça faisait plusieurs mois que je me posais la question. Ça faisait même, je crois, peut-être plus d'1 an ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Mais ça faisait vraiment longtemps que je me posais cette question. Qu'est-ce que je fais? Je sentais que j'avais besoin d'autre chose, mais je n'arrivais pas à lâcher ce petit bébé-là que j'avais conçu à mes débuts. Et en plus, pour moi, c'était vraiment une mission. Je me disais, des femmes comptent sur moi, en fait, des femmes ont besoin de moi, je ne peux pas les abandonner. Et j'étais un peu dans le sacrifice de moi-même, à vouloir aider tellement les autres. Ce qui s'est passé à mes débuts dans le coaching nutrition, c'est que justement, je me suis beaucoup oubliée. Moi qui avais fait ça à la base pour m'épanouir, pour être plus confortable financièrement, pour pouvoir être présente pour mes enfants, pour pouvoir leur offrir des choses, etc. Ben, en fait, je me suis rendu compte que j'étais en train de sacrifier ma vie personnelle pour cette mission-là. C'est-à-dire que
je passais je passais plus de temps pour mes enfants, ni avec mon mari. Même moi, j'avais tendance à m'oublier. J'ai arrêté de faire du sport. Donc, tu vois, le comble pour une coach nutrition, quoi. Je prenais même plus le temps de faire du sport. Et donc, j'ai été comme ça dans une espèce de situation où j'étais mal. J'étais pas bien psychologiquement, mais je n'arrivais pas à prendre cette décision de tout lâcher, enfin de lâcher ce coaching, enfin ce monde de la nutrition pour aller vers le marketing. Je n'arrivais vraiment pas à lâcher, même si je savais que c'était ce qu'il fallait faire inconsciemment. Je savais que c'est ce qu'il fallait que je fasse pour être plus épanouie, mais je trouvais pas la force en fait de tout lâcher jusqu'à ce que je fasse entre guillemets un burn-out où vraiment j'étais enfin, vraiment le burn-out en fait. Ça n'a pas duré longtemps, mais pendant 2, 3 semaines, j'étais au lit, je ne pouvais plus rien faire. Je pouvais, enfin même mes enfants, je ne pouvais plus me les voir en peinture, je supportais plus personne. J'avais, enfin voilà, vraiment en mode de dépression quoi. Et c'est là où ça a fait comme une alerte dans ma tête où je me suis dit, ben il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est là où je me suis dit, bon, ben, c'est quelque part un signe que ce que je fais actuellement, ça ne fonctionne plus. Rester dans le coaching nutrition, ça ne fonctionne plus, ça ne me fait plus vibrer, ça ne m'épanouit plus. C'est presque devenu un fardeau, c'est-à-dire que même physiquement, j'avais des symptômes, tu sais, de stress et tout ça. J'avais des problèmes de peau que je n'avais jamais eu auparavant. Donc, tu vois, je commençais même à somatiser le truc, quoi. Et ça a été, en fait, l'élément déclencheur où je me suis dit, bon, bah, en fait, au point où j'en suis, ça peut pas être pire. Donc, tant pis, j'arrête le coaching nutrition. Pendant quelques temps, en fait, j'ai pas tout arrêté, hein. C'est-à-dire que j'ai toujours mon site, j'ai toujours ma liste email, j'ai toujours mes programmes. Mais par contre, j'ai supprimé mon compte Instagram et j'ai fait une grosse pause. Je me suis dit, je fais une pause, j'arrête tout en fait. Si j'ai envie d'y revenir plus tard, j'y reviendrai. Mais pour le moment, je me consacre au marketing, voir ce que ça donne. Et là, en fait, ça a été comme une révélation où c'est comme si j'avais enlevé un sac de 50 kilos de mes épaules, tu vois. Il y a toute la pression, il y a tout qui est retombé. Et ça n'a pas été facile, hein. Comme je te dis, ça m'a pris plusieurs mois hein, de vraiment réussir à faire ce shift, en fait, ce changement. Et, euh, et c'est pour ça que je comprends quelque part les personnes enfin les femmes qui sont peut-être dans le salariat, qui sont peut-être dans un job qui ne les épanouit pas, où elles se sentent mal, mais qui n'arrivent pas à tout lâcher, quoi. Parce que c'est dur, en fait. Ça se trouve, c'est lâcher des années d'un emploi, enfin de collègues, d'un patron, etc. Et c'est pas facile de tout abandonner, mais je pense que, en fait, tout ce qui a de la valeur implique des choix qui sont difficiles, qui sont douloureux. Mais voilà, il faut le faire, quoi. Quand on sent vraiment que enfin, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand on a des symptômes comme ça, il faut vraiment essayer de se remettre en question et de se dire bah, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que je peux changer pour que ça aille mieux. Et voilà, en fait, je l'ai pris comme un signe, vraiment. En fait, je me suis dit, c'est un mal pour un bien. Peut-être que j'avais besoin d'être au fond du trou, tu vois. Si j'avais pas été au fond du trou à ce moment-là, bah, peut-être que j'aurais jamais trouvé le courage enfin, de tout abandonner, entre guillemets, pour me reconvertir et me focaliser mon attention sur le marketing et le copywriting. Du coup, c'est une belle leçon de vie que tu nous partages. Tu as su être à ton écoute, à l'écoute de ton corps. Mhm. Tu as recommencé une activité, on peut dire de zéro, même si tu avais t'as Mhm. capitalisé sur tout ce que tu savais auparavant. Tu Mhm. parlais de l'importance aussi de s'entourer et de pas rester seul. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager comment tu as été entourée? Est-ce que tu as eu des rencontres, des personnes qui t'ont accompagné dans ce parcours? J'ai cherché des coachs
Tu vois, des coachs business, ben voilà, c'est vraiment le truc à la mode, mais j'ai jamais vraiment trouvé quelqu'un qui corresponde à mes valeurs. Et en fait, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au feeling. Tu sais, je faisais partie des élèves à l'école quand il y avait un prof que j'aimais trop, j'étais trop forte dans la matière. Mais par contre, quand il y avait un prof qui m'insupportait, ben, je devenais soudainement complètement nulle dans cette matière. Je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne comme ça au niveau de sympathie. Et j'ai pas trouvé, malheureusement, dans les coachs business. Par contre, je me suis entourée d'autres entrepreneuses comme moi qui n'étaient pas forcément dans les mêmes thématiques. Et je les ai rencontrées tout simplement via Instagram, tu vois, en discutant comme ça, en commentant des posts. Et puis après, c'était en réagissant à une story. Et puis petit à petit, en fait, je tisse facilement le contact. Par contre, je tisse difficilement des vrais liens. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment quelque chose de sacré, entre guillemets, quoi. Et j'accroche pas forcément avec tout le monde. Mais ce qui est bien, c'est que dans l'entrepreneuriat, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes comme nous, justement, un petit peu, ces multipotentiels. Et justement qui se retrouvaient dans l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat nous permet de toucher un petit peu à tout, d'être dans le... Tu sais, on est très autodidacte, on aime beaucoup apprendre par nous-mêmes, on aime beaucoup le challenge, d'apprendre de nouvelles choses, etc. Et du coup, sur Instagram, dans les entrepreneurs, il y a beaucoup de femmes comme ça avec qui justement j'ai pu trouver plein de points en commun quoi, par rapport à ça. Et ça a été aussi un soulagement parce que jusqu'à l'entrepreneuriat, je trouvais, entre guillemets, personne comme moi, tu vois, j'avais l'impression d'être un peu une extraterrestre. Et en fait, je sais pas, sur Instagram, j'ai l'impression qu'on est très nombreuses entrepreneurs multicasquettes, multipotentielles, slasheuses, voilà, on les appelle un petit peu comme on veut. Et ça m'a fait beaucoup de bien, je sais pas toi. Ah, effectivement, c'est un petit peu, on a l'impression d'arriver sur une planète magique Ouais. où tu trouves des femmes qui se sont réinventées, qui ont osé Mhm. explorer plusieurs domaines et comme tu dis, qui sont multipotentielles, alors que d'habitude, elles sont un petit peu cachées, tu vois. C'est le monde de C'est ça. Narnia où elles se cachent. Ouais, Et là, c'est bon, on les a toutes retrouvées. ouais, On a créé ouais, une ouais. planète pour elles. C'est ça. C'est ça. Et tu nous parles des différentes étapes de ton parcours. Pour toi, tu l'as fait 2 fois. Tu as lancé 2 activités. Je pense que ça inspirera beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous partager les étapes clés justement pour toi, pour lancer une activité pour quelqu'un qui partirait de zéro? Disons une femme qui est entre 2 emplois, une femme à la maison qui vient d'avoir Mhm. un enfant, un deuxième enfant et qui se dit j'aimerais trop faire ça, mais comment je fais? Mhm. Je sais pas comment commencer. Alors moi, je lui conseillerais de commencer par bâtir une communauté en fait sur Instagram. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est gratuit. Il suffit de créer un compte professionnel. Enfin, ça se fait en 2 clics. On peut mettre sa photo directement, une photo de profil comme ça, ou on peut éventuellement aller créer un logo dans Canva. Et donc, ça aussi, c'est gratuit. Et commencer comme ça à délivrer du contenu sur le domaine qui nous intéresse et voir si ça intéresse des gens. Et voir déjà si on est à l'aise comme ça avec la création de contenu. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, Instagram, il y a 3 ans, je ne connaissais pas. Je n'avais pas l'application, je ne l'utilisais pas. J'ai créé en fait un compte lorsque je me suis lancée justement dans le business. Et au début, c'était presque effrayant, tu vois. On me parlait de story, de feed, des mots que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu ailleurs. On me disait clique dans la bio. Je me disais, mais c'est quoi ce truc de la bio là? Et c'est pour ça que c'est important de se former, de ne pas rester comme ça bloqué avec ses incompréhensions. Et maintenant, on trouve tout gratuitement sur Internet. Et c'est ça aussi qui est génial. C'est une opportunité qui est incroyable qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans. Donc, il faut en profiter. Vous ne comprenez pas quelque chose, bah, allez dans YouTube, tapez ce qui vous intéresse. Enfin, moi, c'est comme ça, tu vois, que j'ai commencé. Je regardais des vidéos sur Instagram, comment ça marche, qu'est-ce qu'un feed, une story, etc., comment on crée un compte et tout ça. Et donc voilà, d'abord créer une communauté, bâtir une communauté, créer du contenu,
voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, faire des tests comme ça, comment expérimenter en fait, qu'est-ce qu'un post, comment est-ce que je peux créer un visuel et se former comme ça petit à petit aux différentes facettes, on va dire, d'Instagram, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus simple. Créer un site au départ, c'est pas forcément nécessaire. On peut commencer à travailler via Instagram de nos jours, quel que soit le domaine dans lequel on veut se lancer, que ce soit du service ou des produits. Et voilà, et commencer comme ça en parallèle de son activité ou en parallèle de son métier de maman. Et puis après, petit à petit, proposer des offres payantes. Une fois qu'on a commencé à identifier un petit peu la problématique de notre audience, les problématiques de notre audience, quelle solution est-ce que vous pourriez leur proposer et essayer de mettre ça en place. C'est que du test, en fait, au départ. Hein. Tu testes de nouvelles choses. Tiens, ça fonctionne. Comment est-ce que je peux l'améliorer? Ah, tiens, ça fonctionne pas. Bon, ben, je laisse tomber. Et voilà, et petit à petit, comme ça, tu t'améliores. Et surtout, comme je disais, vraiment, toujours se former, en fait. C'est essentiel. On peut se former gratuitement. Après, ça suffit pas toujours parce que sur YouTube, j'arrive plus à parler. On ne nous donne pas forcément tout et c'est normal. Donc, si on a les moyens d'investir dans des formations payantes, aller directement dans les formations payantes. Ça nous fait gagner un temps monstrueux. Et voilà, en fait, c'est l'argent que vous allez investir, vous allez le récupérer très rapidement. Donc, il ne faut pas être frileux à investir dans des formations. Au contraire. Et puis, faire, en fait, être dans l'action et arrêter de trop penser, parce que c'est souvent ça, en fait, qui nous bloque. C'est et si, et si, et si. Voilà, c'est normal de se poser des questions, mais il y a un moment donné, il faut passer à l'action. Il n'y a que comme ça qu'on avance, en fait. Et puis après, on peaufine nos actions, on les améliore. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Super, merci pour ce partage d'étapes. Je me rends compte que depuis tout à l'heure, on a évoqué ta nouvelle casquette en marketing et plus précisément en copywriting. On n'a pas forcément défini ce que c'était. Pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous faire une définition de qu'est-ce que le copywriting et surtout à quoi ça sert? Le copywriting, c'est l'art de convaincre par les mots. Donc, je sais que convaincre, c'est un terme un petit peu péjoratif. Pour moi, c'est l'art de susciter l'envie de faire une action par les mots. Donc, ce sont des textes qui vont viser souvent à vendre quelque chose. Mais ça peut être tout simplement susciter de l'engagement. En fait, c'est tout ce qui va viser à faire que le lecteur, une fois qu'il a terminé de lire le texte, il réalise une action. Voilà, tout simplement. Super. Et il y a une question que j'aimerais te poser aussi. Tu parlais à la première étape de développer une communauté. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui est les fonctionnalités d'Instagram, les Reels, les stories, tout ça, tout le monde nous dit il faut absolument se montrer. Et toi, tu as quand même fait un contre-courant. Tu as réussi à développer une fois un business et une autre fois une communauté sans te montrer. Est-ce que, justement, tu peux nous dire s'il y a des ingrédients issus du copywriting ou pas qui te permettent aujourd'hui de te démarquer sans te montrer parce que tu as réussi à construire ton personal branding en dehors de juste une photo? Il y a des choses que tu peux nous partager sur ça? Alors justement, mon expérience avec le coaching nutrition m'a aidée parce qu'au départ, justement, dans le coaching nutrition, j'avais une image assez lisse. Je voulais pas trop faire de vagues. En revanche, sur le compte marketing, copywriting, là, c'était vraiment où je prenais du plaisir et c'était vraiment le lieu où j'avais envie de balancer en fait toutes les idées, tout ce que j'avais par la tête, de la façon que j'avais envie de le transmettre et sans forcément me dire « Ah oui, mais je vais heurter telle personne. Ah oui, mais telle personne ne sera pas d'accord. » Non, c'était vraiment mon espace d'expression privilégié, libre et voilà, et sans censure. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était le fait que je parlais comme ça, sans filtre, qui plaisait énormément à mon audience. Et du coup, j'avais beaucoup plus d'engagement sur ce compte marketing, copywriting, où je n'avais pas de filtre,
plutôt que sur l'autre compte qui était un petit peu plus voilà, lisse, où je voulais un petit peu plaire à tout le monde, je voulais pas trop faire de vagues. Donc moi, les conseils que je vous donnerais, c'est tout simplement de ne pas avoir peur d'être qui vous êtes, de montrer qui vous êtes vraiment, de montrer votre personnalité dans votre communication, de partager des opinions tranchées que vous pouvez avoir sur votre thématique. Enfin, en fait, le personal branding, c'est montrer qui on est vraiment. Donc, il y en a beaucoup qui disent oui, mais Instagram, c'est pas vraiment authentique parce on montre ce qu'on veut. Oui, c'est vrai, on montre ce qu'on veut. Mais même dans ce qu'on veut montrer, il y a une part de nous, en fait. Et même si je me montre pas, et c'est pour moi la première, hein, parfois c'est surprenant, je me dis, mais comment les personnes peuvent comprendre qui je suis alors que je ne me montre pas. Mais en fait, ça se ressent dans ta communication. Ça se ressent qui tu es dans ta communication, les mots que tu utilises, la manière dont tu les utilises. Tu vois, souvent, moi, on me dit justement que je suis quelqu'un de sans filtre, qui va droit au but et qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Mais en même temps, les gens me perçoivent aussi comme quelqu'un de bienveillante. C'est-à-dire que oui, j'ai des opinions tranchées et oui, je suis sans filtre quand je parle, mais c'est toujours avec beaucoup de bienveillance, je pense, et les gens s'en rendent compte. Après, le fait d'être copywriter, évidemment, ça m'aide parce que justement, le copywriting, c'est l'art et la manière de transmettre des messages de la bonne manière avec une certaine intensité et en essayant de créer justement de l'émotion de l'autre côté. Donc forcément, ça m'a aidé le fait d'être copywriter et de ne pas me montrer, ça n'a pas été un frein. Donc voilà, moi, les conseils que je leur donnerais, c'est tout simplement d'être elles-mêmes, de partager ce dont elles ont envie de partager, le faire à la manière qu'elles ont envie de le faire, employer les mots qu'elles emploient au quotidien. Et puis voilà, et puis après, de l'autre côté, ça va suivre. Je pense que sur Instagram, sur les réseaux sociaux, même si on ne se montre pas, les gens ont, comment dire, ont cette faculté de voir ce que nous, on a l'impression qu'ils ne se voient pas. Et du coup, ça ne sert à rien d'essayer de faker, entre guillemets, j'ai inventé un mot, de faker quelqu'un qu'on n'est pas, parce que les gens s'en aperçoivent. Donc, soyez vous-même. Ceux à qui vous allez plaire vont devenir des fans, entre guillemets, comme j'aime bien le dire. Et puis ceux à qui vous ne plairez pas, de toute façon, voilà, ce ne sont pas vos clients idéaux. Donc, laissez-les s'en aller, tracez leur chemin et faites votre chemin de votre côté. Et puis voilà. Génial, je pense que ça aidera beaucoup d'entre nous et d'entre elles, Oui. ces femmes qui veulent se lancer. Aujourd'hui, tu jongles avec ta vie de maman et ton projet et ton entreprise. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'organises, comment tu arrives à concilier tout ça? Ouf, bah, je te cache pas que c'est compliqué. Encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Dès le départ, en fait, j'ai beaucoup délégué. C'est-à-dire que dès que j'ai commencé à gagner de l'argent en ligne, j'ai investi une partie de cet argent à déléguer. Et plus le temps passe et plus j'essaie de me focaliser sur ma zone de génie, tu sais, comme on dit, là où je suis vraiment à l'aise, ou là où mon entreprise a besoin de moi, c'est-à-dire que les choses que je ne peux pas déléguer, et tout le reste, je délègue au maximum avec, après, voilà. Il faut que ça suive en termes de budget, mais si vous avez les moyens de déléguer. Sinon, moi, je travaille essentiellement le matin parce que c'est là où je suis la plus productive. Passer une certaine heure, mon cerveau ne répond plus. Donc, je travaille le matin et l'après-midi, c'est consacré à mes enfants. Voilà, mais sinon, c'est vrai que j'avoue, je travaille quand même beaucoup. Je travaille parfois pendant certaines périodes, je travaille tous les jours, même le samedi et dimanche, même si voilà, même si c'est pas forcément un choix, hein. Tu sais, des fois, en fait, le vendredi et le samedi, normalement, ce sont des jours off, mais ce qui se passe souvent, c'est que comme je prends du retard sur mon travail dans la semaine, bah, du coup, voilà, ces jours off, j'en profite pour rattraper un petit peu mon retard. Mais j'ai encore du boulot à se faire à ce niveau-là. En tout cas, tu as trouvé ton équilibre pour le moment et on fait tout au Oui, mieux, on va dire. voilà. Qu'est-ce que tu as choisi de déléguer en premier par rapport à la croissance de ton activité? La rédaction d'articles de blog, parce que pour moi, c'était vraiment les articles de blog, c'est pas forcément ce qui rapporte de l'argent et c'est pas ce qui nécessitait vraiment mon expertise. Je suis pas formée en rédaction web, donc oui, je suis formée en copywriting, c'est légèrement différent, mais du coup, je me suis rapidement déléguée de cette tâche-là. Par contre, je relis toujours
ce que fait ma rédactrice. Je corrige, je peaufine. Donc, rédaction web, gestion des réseaux sociaux aussi. Maintenant que j'ai un podcast, je délègue le montage. Et maintenant, je commence à déléguer un petit peu tout ce qui est gestion de mon site, en fait, de mon site internet et tout ce qui est mail, enfin, customer care, quoi. Du coup, tu as réussi à monter une belle équipe autour de toi et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'arriver à déléguer à ton niveau. On parle souvent de réussite entrepreneuriale ou autre dans sa vie. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta définition de la réussite pour toi, Safia? Pour moi, la définition de la réussite, c'est tout simplement trouver sa place et réussir à faire ce qu'on aime tout en étant payé pour le faire. Si c'est pas beau ça comme définition, j'adore. Est-ce que tu peux nous partager ton plus grand apprentissage dans tes différentes réinventions professionnelles jusqu'à présent? Mon plus grand apprentissage, c'est de faire confiance aux autres. Je suis quelqu'un qui est très exigeante envers moi-même et du coup, je le suis encore plus envers les autres. Et tu sais, j'ai cette fâcheuse tendance à me dire, si c'est pas moi qui le fais, ça sera jamais aussi bien que si c'est moi qui l'avais fait. Enfin, pour moi, c'est un challenge de réussir à déléguer certaines choses et à lâcher prise et à me dire, cette personne, elle est tout aussi capable de le faire et elle est même capable de le faire encore mieux que moi. Effectivement, c'est faire preuve d'humilité, comme on le dit D'humilité. souvent. Ouais. Mhm. Quelle est aujourd'hui ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, mes enfants. Et en deuxième, ça serait d'être une maman entrepreneuse qui a réussi à se réinventer. C'est même pas se réinventer en fait. Ça serait une femme entrepreneuse qui a osé réaliser ses rêves et qui a osé croire qu'elle était capable en fait d'atteindre ce rêve. C'est très inspirant. Tu nous parles de oser croire à ses rêves. On a parlé de l'épisode un peu où c'était compliqué pour toi émotionnellement quand tu étais sur la partie coaching nutrition. On dit qu'entreprendre, c'est aussi gérer des montagnes russes au niveau émotionnel. Est-ce que tu peux nous partager, si tu as une astuce de comment tu fais pour surfer sur la vague émotionnelle de la maman, femme, entrepreneur multicasquette? Alors déjà, ce que j'ai appris depuis cet épisode, c'est de prendre du temps pour soi-même. Vraiment, il faut que ça fasse partie des priorités numéro 1. Et même, je dirais, la première priorité quand on se réveille le matin, c'est prendre du temps pour soi. Ça peut être un petit rien, hein, mais des choses que je ne faisais pas avant, tu vois, comme prendre sa douche, prendre 5 minutes pour se maquiller, pour se faire belle, pour se coiffer, s'habiller avec des vêtements où on se sent mis en valeur, tu vois, et pas rester en pyjama parce que on reste à la maison. Ça peut être prendre un bouquin et prendre 20-30 minutes tous les matins pour lire et, comme je dis, se nourrir l'esprit tout autant qu'on se nourrit le corps quand on prend son petit déjeuner. Prendre du temps pour faire du sport aussi, c'est très important. Quand on est entrepreneur, ça nous permet de décharger l'attention et de se vider la tête, surtout pour nous, femmes multipotentielles, multicasquettes, qui avons tendance à avoir tout le temps le cerveau en ébullition. Je trouve que le sport, personnellement, c'est le seul moyen que je trouve, enfin, le sport intensif, hein, pas le sport, voilà. Le sport en mode intensif, c'est le seul moment où, tu vois, je pense plus en fait. Et ça fait extrêmement du bien. Prendre du temps avec sa famille régulièrement aussi. Moi, par exemple, je suis obligée de me dire, tel jour, c'est consacré à ma famille, parce que sinon, je vais avoir tendance à toujours vouloir en faire plus. Et aussi, j'ai appris à prendre soin de mon tête. Donc, j'ai mis en place des petites routines comme ça, tu vois, routine méditation, routine journaling, où je vais écrire des affirmations positives, où je vais écrire mes gratitudes. Voilà, tout ce qui peut me faire du bien, en fait. L'écriture, c'est vraiment un exercice qui fait beaucoup de bien. Et faire cet exercice des gratitudes, ça m'aide à voir tout ce qui est positif dans ma vie, tout ce que j'ai réussi à accomplir, plutôt que de me focaliser sur ce que je n'ai pas encore fait et que je voudrais faire, tu vois. Tout ça, c'est des choses que j'ai appris avec le temps et en tout cas qui m'aident beaucoup. Mais pour que ça marche, il faut le faire assez régulièrement, par contre.
Du coup, tu nous as partagé un bel outil de développement personnel Mm. qui est le journaling, entre autres. Comment Mhm. tu fais pour maintenir tes routines? Parce que tu nous dis que c'est important d'être régulière. Est-ce que tu as des astuces pour ancrer ça dans ton quotidien de... Comme pour la nutrition, je dirais que le meilleur moyen d'instaurer des routines, c'est de faire tous les jours la même chose à une certaine heure, ou du moins dans un certain ordre. Tu sais que le matin, par exemple, tu te réveilles, hop, tu prends ta douche, tu t'habilles, tu prépares ton petit déjeuner. Enfin, pendant que tu prends ton petit déjeuner, c'est l'instant lecture. Tu lis. Et ensuite, bah, si tu veux faire ton journaling tout de suite après, tu le fais à ce moment-là. Si tu préfères le faire le soir avant de dormir, bah, tu le fais à ce moment-là. Mais ce qui est important pour que ça devienne vraiment une routine, c'est le faire tous les jours et tout le temps à la même heure. Ce qui va faire qu'au bout d'un moment, ça va devenir un peu comme des réflexes, comme des automatismes. Tu n'auras plus à te dire, ah bah tiens, c'est l'heure du journaling. Non, en fait, automatiquement, tu sais qu'après avoir fait ça, c'est le moment du journaling et du coup, ça devient beaucoup plus facile. Et en fait, il n'y a pas besoin que ça prenne trop de temps, hein, tu vois, ça peut prendre juste 5 minutes, mais ça fait énormément de bien. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé te donner à la version de toi avant avoir osé te réinventer ou avant avoir osé franchir le pas de réaliser ton rêve? Alors, ça serait prétentieux de dire non, parce que ça voudrait dire que je sais tout sur tout, mais pas du tout. En fait, je pense que tout arrive pile au bon moment. En fait, tout arrive au moment où on en a besoin. Tu vois, je suis quelqu'un je suis croyante. Donc, je sais que tout ce qui m'arrive pour une bonne raison, même ce qui n'est pas toujours drôle, même les épreuves, je sais elles m'arrivent pour une bonne raison, pour me faire grandir ou pour m'apprendre une leçon. Donc, en fait, je vois pas ce que j'aurais pu me conseiller, si ce n'est d'apprendre à me faire peut-être plus confiance et d'écouter mon intuition. Ça, c'est hyper important. Et dans ton parcours, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans ton domaine, le marketing, la nutrition, totalement différents? Franchement, c'est dommage ce que je vais dire, mais des femmes, il n'y en a pas tellement qui m'ont inspirée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en ai pas trouvé qui correspondent à ma situation personnelle, c'est-à-dire des mamans. Tu vois, il y a des femmes entrepreneurs que je trouve très inspirantes, mais des mamans entrepreneurs, j'en connais pas tant que ça. Et d'ailleurs, c'est bien dommage. Et j'espère changer ça en toute modestie. Franchement, j'en vois pas. Il aurait fallu que j'en trouve qui soient mamans de plusieurs enfants, enfin, même d'un enfant. Mais du coup, que dirais-tu de contribuer à inspirer les femmes, mamans qui veulent devenir entrepreneurs comme toi? Bah, je l'espère, je l'espère, je l'espère. On me dit souvent, oh là là, t'as 5 enfants, comment tu fais? Je fais pas en fait, je gère parce qu'il faut gérer, mais c'est pas toujours évident. Je sais que celles qui nous écouteront se reconnaîtront. C'est pas évident, on fait vraiment avec nos capacités. Et surtout, faut pas culpabiliser par rapport à ça parce que c'est vraiment pas facile. C'est un bel exemple que tu donnes là et le fait de faire toujours de son mieux, on l'a déjà évoqué dans cet Voilà, épisode, mais je pense que c'est un peu le mantra qui est c'est ça. important de se répéter au quotidien. Voilà. On va passer à la partie qui s'appelle le funk des idées. Ce Waouh! concept, c'est on va tordre le cou aux idées reçues de la réinvention professionnelle. Donc, D'accord. je te dis un début de phrase et en fait, tu la Ok. complètes selon ce qui te passe par la tête. Avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que Puis j'y arriverai. le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était Fake it until you make it. Ça veut dire en fait, fais semblant jusqu'à ce que tu réussisses. avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était Bah, changer de métier, en fait, tout simplement. ma plus grande peur, c'était Échouer. quand j'étais petite, je rêvais que je serais. Maman au foyer. Et même si je suis une femme, maman super occupée, je prends du temps pour moi quand. Quand j'en ressens le besoin. Super, très 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 inspirant même cette partie, plein de pépites. Pour finir, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment? Ma famille. Est-ce qu'il y a une habitude healthy, bien-être de ta vie de femme que tu veux nous partager? En sachant que tu nous as partagé beaucoup d'astuces bien-être étant donné Ouais. ta précédente casquette nutrition. Ouais, alors ben, on va rester dans la nutrition. Le petit déjeuner healthy. Pour moi, c'est l'instant plaisir de la journée. C'est le moment où je prends mon temps. Tu vois, toute la journée, je suis un peu speed et tout ça.
Et là, c'est vraiment le moment où je prends mon temps, je m'assois avec mon mari, avec mes enfants. Et surtout, on mange des trucs healthy, mais super bons, gourmands, sucrés, chocolat, amlou, je sais pas si tu connais, tu sais, c'est marocain là. Enfin voilà, on se fait vraiment un wafer cake, donc que tu peux trouver d'ailleurs sur mon blog, la recette. C'est comme un pancake, mais à base de flocons d'avoine. Et voilà, c'est vraiment le petit moment healthy, funky du matin. Et justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend funky dans ton quotidien, à part ton petit déjeuner? C'est les formations. En fait, j'adore les formations, j'adore apprendre. En tant que copywriter, c'est pas mal parce que du coup, je suis amenée à consommer beaucoup de formations, que ça soit pour moi développer mes compétences ou quand je dois écrire des pages de vente pour mes clientes. Et du coup, c'est toujours un moment que j'adore, quoi. C'est vraiment, c'est une récréation pour moi. Tu vois, c'est mon Netflix à moi, quoi. Est-ce qu'il y a un message pour finir que tu aimerais faire passer? Bah, je dirais tout simplement, croyez en vous. C'est beau. Tu nous laisses une belle touche de fin. Du coup, Safia, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur mon site Develop, donc DEVE2LESUP.fr, develop.fr, sur lequel je partage des conseils marketing, copywriting et vente, puisque c'est ma spécialité, et puis sur Instagram sous le même pseudo. Et est-ce qu'il y a une actualité que tu aimerais partager, justement? Une actualité, alors pas en ce moment. Non, pas en ce moment. Voilà, je croule un petit peu sous le travail, mais en tout cas, c'est toujours avec grand plaisir que je discute avec d'autres entrepreneurs en message privé. Donc, s'il y a des personnes qui, suite au podcast, veulent venir me voir pour discuter de tout et de rien, ça sera vraiment avec grand plaisir. Génial. Ben, merci beaucoup. Je pense que ça va inspirer beaucoup de femmes. Merci pour ce que tu as partagé. C'était très riche. Merci. Merci Nathalie, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happysfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Funky au plus grand nombre.